Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau topo de neurologie. Aujourd'hui on va discuter un petit peu de démence, et notamment de la maladie d'Alzheimer, qui est finalement la démence la plus fréquemment rencontrée. C'est un item qui est important, que ce soit pour l'ECN ou pour votre pratique future, parce que vous allez forcément en voir, que ce soit aux urgences ou dans vos services. On retrouve très bien sur le Collège des enseignants de neuro que la démence a une définition extrêmement précise. En effet, ça correspond à une altération durable d'une ou plusieurs fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, ça correspond à des fonctions intellectuelles, souvent associatives, avec des voies au niveau du cortex. La mémoire, c'est la plus fréquemment atteinte, mais on peut aussi avoir des troubles de l'attention, du langage, l'épraxie, etc., etc. Si ce n'est pas une atteinte des fonctions cognitives, c'est plutôt une atteinte des fonctions comportementales. Vous connaissez tous le syndrome frontal, qui est l'archétype des troubles comportementaux, avec une atteinte des régulations des conduites sociales, des troubles de la personnalité potentielle. Un point important, c'est que ces atteintes doivent entraîner une altération de l'autonomie. Donc on a ici une notion d'atteinte fonctionnelle qui est fondamentale dans la définition. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui correspond à une perte lente et inexorable des neurones. En termes d'épidémiologie, c'est une pathologie qui est très fréquente. La maladie d'Alzheimer, c'est environ 1 million de patients en France. Et si on va un petit peu plus loin, chez les patients de plus de 80 ans, c'est 15% de la population qui est atteinte. Attention, on entend souvent parler de démence sénile chez des papis ou des mamies qui ont atteint un âge avancé. C'est plus entendable, c'est pas une définition précise. Maintenant, on a différents types de démence qu'il convient d'étiqueter et de préciser parce qu'il y a potentiellement des traitements. En termes de facteurs de risque, on a retrouvé des facteurs de risque environnementaux, notamment le facteur de risque cardiovasculaire dans certaines études, un faible niveau d'éducation, et sur le plan génétique, le gène ApoE4 qui code pour une apolipoprotéine, qui serait un des facteurs de risque principaux aussi, mais que finalement on ne recherche pas en systématique et en pratique courante. On retrouve des formes familiales, très rares, c'est rare d'avoir ces formes purement familiales, mais ça implique une recherche d'antécédents familiaux. On peut retrouver le gène de la présignine 1, qui code pour 43% des familles avec une transmission autosomique dominante notamment. Les deux autres, donc la présignine 2 et pour l'APP, je vous les ai mis à titre d'information. En revanche, la physiopathologie dans la maladie d'Alzheimer est fondamentale à comprendre et à connaître parce que ça va avoir un impact sur l'évolution de la maladie, naturellement, et aussi sur le traitement potentiel à mettre en place et sur les examens paracliniques qui sont demandés. Donc on a deux substrats à connaître, donc les plaques bêta-amyloïdes qui vont découler d'une altération de la voie amyloïdogène avec, comme vous le voyez sur le schéma à votre droite, des clivages qui ne se font pas aux bons endroits, avec la production d'un peptide qui est le peptide Abeta42, qui a une forte capacité d'agrégation, et donc qui va former ces plaques bêta-amyloïdes en extracellulaire, avec, comme vous pouvez le voir sur cette coupe microscopique ici, on voit les corps cellulaires des neurones, et autour de certains, on a ces espèces d'aspects un peu piquetés, mouchetés, qui correspondent aux dépôts extracellulaires, et donc ces plaques bêta-amyloïdes. Le deuxième, c'est la dégénérescence neurofibrillaire. Là est impliquée la protéine Tau, qui intervient d'habitude dans la stabilisation des microtubules, et qui va se retrouver hyperphosphorylée en intracellulaire. Donc attention, les plaques bêta-amyloïdes sont extracellulaires, alors que la protéine Tau, elle, va avoir un impact en intracellulaire, donc la mort neuronale. Cette dégénérescence neurofibrillaire, c'est ce qui est le mieux corrélé à la clinique. En effet, ça va s'installer progressivement, avec un schéma topographique très précis, et on retrouve l'hippocampe qui est le plus précocement atteint, qui est la structure cérébrale la plus précocement atteinte. Donc la corrélation de la clinique, comme vous le voyez sur le schéma à votre droite, on voit très bien les plaques amyloïdes qui augmentent finalement assez rapidement au début de la maladie, sans avoir de retentissement clinique franc. En revanche, dès que la dégénérescence neurofibrillaire commence à augmenter, on se retrouve avec une maladie d'Alzheimer qui va évoluer avec des troubles cognitifs plus présents. Comment on fait pour poser le diagnostic? Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que c'est un diagnostic qui va être clinique. En effet, ça correspond à un déficit de la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, c'est quoi? C'est la capacité de transformer un événement qui a été vécu en un souvenir durable et ensuite de le restituer. Donc il n'y a pas de consolidation chez ces patients atteints de maladie d'Alzheimer. On a un oubli à mesure et ça va être important parce que pour les différents tests qu'on peut utiliser, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà utilisé, notamment la BREF qui, elle, sert pour tester des syndromes frontaux, les 5 mots du bois pour la restitution, et un modèle un peu plus évolué que les 5 mots du bois, c'est le rappel libre, le rappel indicé sur 16 mots. Dans la maladie d'Alzheimer, on n'a pas
d'amélioration par l'indissage. À l'inverse des pathologies avec des troubles attentionnels prédominants, par exemple un syndrome frontal, où l'indissage peut améliorer le rappel. Donc on voit quand même à travers ces tests que le bilan neuropsychologique est très important dans la maladie d'Alzheimer et dans les démences de façon générale, parce que ça permet d'avoir un diagnostic précis, un état des lieux à l'entrée de la maladie et ensuite à renouveler ultérieurement. L'évaluation fonctionnelle, on utilise principalement l'ADL et l'IADL, donc les échelles d'activité instrumentale ou les échelles d'activité tout court. Dans la vie courante, je vous ai mis à droite l'échelle d'activité instrumentale de la vie courante, donc l'IADL, pour voir un petit peu ce qu'on attend des patients, notamment utiliser le téléphone, faire les courses. Il faut bien se rendre compte que des patients déments n'arrivent plus à faire ces simples gestes. Le MMS que vous utilisez et que vous connaissez dans les services ne sert pas à poser le diagnostic de la maladie et nous sert à coter la sévérité. Donc attention à ça, il y a 2 stades principaux, ça va être 20 et 10, donc c'est facile à retenir. Quand on a une altération du MMS mais qu'on est au-delà de 20, c'est que c'est un stade léger, entre 20 et 10, un stade modéré, et en dessous de 10, un stade sévère. L'examen paraclinique qui va être extrêmement important et nécessaire dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est l'IRM cérébral. On va avoir besoin notamment de la séquence T1 en coupe coronale pour observer les hippocampes. Sur ces 2 images que j'ai tirées du collège des enseignants, vous avez très bien l'hippocampe, donc l'image à votre gauche, 2 hippocampes normaux, et sur votre droite, une atrophie hippocampique assez marquée, qui témoigne d'une perte neuronale à ce niveau-là, donc au niveau temporal. En radio, vous verrez peut-être passer une échelle de sévérité de l'atrophie hippocampique qui s'appelle l'échelle de Sheltens. Le T2 va permettre de faire un diagnostic différentiel en observant notamment la composante vasculaire. Sur cette image, vous voyez une petite résorption au niveau transépendulaire, c'est-à-dire au niveau des ventricules, donc qui coiffent les ventricules, et donc ça peut être des signes de leucopathie. Sur une ponction lombaire, on peut rechercher les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, avec notamment la diminution du peptide A-bêta, donc le peptide A-bêta qu'on retrouve sur les plaques bêta-amyloïdes, et à l'inverse, une augmentation de la protéine Tau. Finalement, c'est assez logique. Pourquoi ? Parce que les peptides A-bêta, ils vont s'agréger entre eux, donc former des plaques, donc il y en aura moins qui va circuler. En revanche, la protéine Tau, qui va induire la mort neuronale, elle va augmenter parce qu'elle va être libérée dans le secteur extracellulaire. On utilise un rapport qui s'appelle le rapport IATI pour Innotest Amyloid Tau Index. En dessous de 0,8, c'est suspect. En fait, ce rapport, c'est la protéine A-bêta 42 sur la protéine Tau totale. Voilà. Donc dès que ce rapport baisse, on se retrouve avec soit une augmentation de la protéine Tau, soit une baisse du peptide A-bêta, et donc ça traduit la pathologie. On n'utilise pas ces biomarqueurs de façon systématique, on le fait surtout s'il y a des atypies ou une évolution rapide ou un patient jeune, voir si on a tous ces éléments-là. Lorsqu'on a des doutes diagnostiques, on peut utiliser la scintigraphie ou le TEP pour rechercher des hypométabolismes. Enfin, il y a un bilan biologique minimal qui est nécessaire, qui comprend une NFS, une TSH, attention à l'hypothyroïdie, un iono, une calcémie, une créate, la glycémie, etc. Je vous note juste aussi la syphilis, le Lyme et VIH et les carences en vitamines, parce que ça peut être des causes de démence, que c'est insuffisamment recherché et que c'est vrai qu'on en voit encore, notamment sur les carences, attention à ça. Les diagnostics différentiels, on va avoir en premier lieu la démence vasculaire, c'est le plus fréquent finalement, avec une évolution qui est plutôt en marche d'escalier, un patient qui a des antécédents d'AVC, qui présente quelques signes de focalisation, voire qui est un peu pyramidal, un petit Babinski, un Hoffman, des choses comme ça. C'est l'IRM qui va être très informative, on va retrouver en effet une leucopathie. C'est important de constater que des petits AVC, ça a un effet cumulatif, c'est-à-dire qu'on fait un petit AVC, pas forcément de symptomatologie, ça passe inaperçu, ok, très bien. En revanche, si on en fait 10, 15, 20, on se retrouve avec quand même une altération, et sans forcément que ça parle sur un déficit neurologique focal comme vous le connaissez, on peut avoir des patients qui présentent des petits troubles cognitifs. Fréquemment, on a des formes mixtes. En fait, vous vous rendez bien compte que ces deux populations qui vont se recouper, les patients de plus de 80 ans, sont à risque d'avoir eu dans leurs antécédents des événements neurovasculaires et de développer la maladie d'Alzheimer. La démence frontotemporale ou démence lobaire frontotemporale, qui, elle, est plus facile à diagnostiquer parce qu'on a des troubles comportementaux qui sont très très présents. Un syndrome frontal, le début est souvent plus précoce. Attention, on peut se retrouver avec des formes d'aphasie primaire progressive, c'est-à-dire des patients qui ont une aphasie isolée. Ça peut se retrouver dans les démences frontotemporales. Démence à corps de Lévy, le facteur diagnostique, ça va être le syndrome extrapyramidal, un syndrome parkinsonien.
Donc un patient qui est très rigide, des fois ça peut être même l'entrée dans la maladie. Donc chez un patient parkinsonien ou extrapyramidal, il faut toujours rechercher des troubles cognitifs associés, et inversement chez un patient avec des troubles cognitifs. Les hallucinations visuelles, des fluctuations importantes dans la journée, mais aussi sur des cycles un peu plus longs. Et enfin, le dernier diagnostic différentiel à côté duquel on n'a pas le droit de passer à côté, c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob, donc une maladie à prion, pour laquelle il faut faire attention si on a une aggravation rapide. Ça se compte en semaines, parfois quelques mois, mais c'est une aggravation qui est vraiment très rapide. Et on a des troubles neurologiques associés, notamment un élément important, c'est les myoclonies au bruit. C'est-à-dire que vous tapez dans vos mains et le patient, il saute au plafond. Quelle prise en charge? Le traitement est purement symptomatique. On n'a pas de traitement étiologique et on fait ce traitement symptomatique en fonction des stades de la maladie. Donc sur un stade léger, comme je vous disais, le MMS supérieur à 20, on peut utiliser les anticholinestérasiques, la rivastigmine qui est pas mal utilisée parce qu'on peut l'utiliser en patch aussi, ça c'est pas mal. Au stade modéré, on peut utiliser les anticholinestérasiques toujours ou les antiglutamates, donc les anti-NMDA avec la mémantine. Au stade sévère, on n'utilise plus que la mémantine. Juste une chose, les effets secondaires des anticholinestérasiques, ça peut être sur le plan cardiaque, donc un ECG est nécessaire avant d'instaurer le traitement. On a un risque de BAV. On peut retrouver des troubles digestifs ou des crampes musculaires aussi. Voilà, ça c'est les effets secondaires les plus fréquemment rapportés par les patients, qu'il faut bien y prêter attention. Les neuroleptiques peuvent amener une décompensation rapide, donc ça vous l'avez peut-être déjà vu dans les services, un patient un petit peu dément, un petit peu cognitif, voire un petit peu frontal, hop, on lui colle un neuroleptique pour essayer de le sédater un petit peu, et finalement, il s'aggrave énormément, et les troubles cognitifs ne régressent pas, loin de là, donc ça c'est un signal d'alerte. Un point extrêmement important dans la prise en charge de ces patients, ça va être la mise en place d'aides à la maison. Et attention aux aidants. C'est très lourd de s'occuper de patients déments. Il faut faire attention à la famille, sinon on a un risque de rupture et donc d'hospitalisation à temps plein, alors que ces patients ils peuvent rester à la maison. Le pronostic, malheureusement, il n'est pas bon. Il va vers une dégradation progressive avec les différents stades, donc du stade léger, puis modéré, puis sévère, avec une perte d'autonomie très importante et des difficultés parfois à un maintien à domicile et une nécessité d'hospitalisation par la suite. C'est une maladie donc qu'on n'arrive pas à traiter de façon étiologique, donc on arrive à ralentir un petit peu, mais en tout cas qui est extrêmement fréquente et donc qu'il faut bien connaître. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera un plaisir d'y répondre.